Bonjour à tous. Pour pallier les contraintes liées à l'épidémie de Covid, la Société des Amis de Vincennes s'est adaptée. Et nous vous avons proposé pour la saison 2020-2021, vous l'avez vu, des conférences live sur notre chaîne YouTube. Et bien nous en a pris car ce fut un très grand succès avec plus de 115 spectateurs en direct et un nombre de visionnages en replay qui grimpe tous les jours. Merci à tous pour cette preuve de fidélité et d'agilité. Et la très bonne nouvelle, c'est que nous allons donc garder cette formule pour la nouvelle saison 2021-2022 avec un programme qui sera donc double. Des conférences en présentiel à la maison des associations de Vincennes comme avant et des conférences live YouTube en plus. Autant dire une très belle saison 2021-2022 qui se profile à l'horizon. Mais trêve de bavardage, je vous laisse profiter maintenant de votre live. Bonne conférence à tous! Bienvenue à tous, en direct. Cette fois, nous ne sommes pas hors les murs, comme la dernière fois, mais bien en direct depuis nos studios où nous avons le privilège d'accueillir notre invitée, Madame Aurélie Passy, agrégée d'histoire et doctorante en histoire antique. Donc, quelques mots pour vous présenter rapidement. Vous travaillez sur la politique des empires médiaux et néo-assyriens du XVIe au 8e siècle avant Jésus-Christ à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes membre depuis 2014 de la Garde de Nuit, principale association francophone de fans de l'œuvre de Georges R.R. Martin. Et depuis 2018, vous êtes membre du bureau de l'association et vice-présidente même depuis 2019. En 2020, vous avez participé à l'Atlas historique du Proche-Orient ancien, sous la direction de Martin Sauvage, publié aux éditions Belles Lettres. En 2021, vous avez coécrit avec Thierry Soulard Les Mystères du Trône de Fer, tome 2, La clarté de l'histoire, La brume des légendes, qui évidemment nous concerne particulièrement aujourd'hui. Vous allez donc nous expliquer présentement comment Georges Martin, passionné d'histoire, a parsemé le Trône de Fer de référence à notre monde et quelles sont ses sources. À partir de quelle figure historique a-t-il modelé les personnages que nous connaissons, de Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, les plus fameux de la saga, et de son adaptation télévisuelle Game of Thrones. Les réponses à toutes ces questions et à bien d'autres avec vous en direct aujourd'hui. Et je rappelle aux spectateurs que vous pouvez poser vos questions en chat dès maintenant, et ces questions seront lues et répondues à la fin de la conférence. Je vous cède donc la parole, Madame Passy. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et je voudrais commencer par remercier la Société des Amis de Vincennes pour l'invitation et pour toute l'organisation de cette conférence qui donc vous me permettez de m'exprimer sur un sujet ô combien vaste et passionnant. Et on va commencer par peut-être une petite introduction en présentant quand on parle de l'univers du Trône de Fer, de quoi est-ce qu'on parle et de quel matériel d'origine on parle. Alors, l'univers de Westeros, à l'origine, c'est 3 séries de livres. La saga principale, A Song of Ice and Fire, donc en anglais, qui a été traduite en français par Le Trône de Fer, qui est la saga principale, celle que vous connaissez sous le nom de Game of Thrones, qui est donc une série. Alors 7 tomes sont prévus, 5 sont parus. La saga a été publiée à partir de 1996. À côté de cela, l'univers étendu s'est progressivement développé et on va avoir par exemple 3 courtes nouvelles qui sont les aventures de Dunk et l'œuf, que vous allez aussi avoir sous le nom des Chroniques du Chevalier Errant, qui sont en fait 3 nouvelles d'aventures, qui sont des récits d'aventures qui pour le coup puissent pas mal dans les récits de chevalerie médiévaux, mais aussi des récits plus contemporains comme par exemple Don Quichotte ou Ivanhoe. Et enfin, dernière catégorie de livres, 2 ouvrages, Les origines de la saga et Feu et Sang qui est le dernier ouvrage paru dans cet univers-là, il est paru en 2018, qui sont alors des ouvrages à la construction narrative un petit peu particulière, puisqu'il ne s'agit pas de romans, mais il va s'agir de ce qu'on appelle des chroniques historiques sur l'univers du Trône de Fer. Alors comment ça se passe? C'est simplement que ce sont des ouvrages qui existent dans l'univers du Trône de Fer, qui sont écrits par des maîtres dans le Trône de Fer. Donc les maîtres, ce sont les érudits de cet univers et qui ont écrit en fait l'histoire de leur monde, un petit peu comme par exemple nous on va avoir les auteurs antiques ou les chroniqueurs médiévaux qui vont raconter les histoires de notre monde. On sait que Jean Froissart, chroniqueur médiéval et
Sueton, auteur classique, ont été lus par George Martin et sont une des inspirations qu'il revendique. Donc ça, c'est pour la saga littéraire. À côté, on va voir les adaptations télévisées. Alors la première, qui est la principale, hein, Game of Thrones, mondialement connue, qui a vraiment occupé l'espace pendant la décennie 2011 à 2019, qui s'est achevée en 8 saisons. Et on va avoir cette année normalement, on n'a pas encore la date de diffusion, mais une autre série qui s'appelle House of the Dragon, qui est donc une série qui va adapter un récit qui se passe à peu près 200 ans avant la saga principale, enfin avant ce qu'on a vu dans Game of Thrones, et qui en fait s'appuie sur un extrait de Feu et Sang, donc l'ouvrage La Chronique historique dont je vous parlais juste avant. Alors, avant de commencer notre voyage à travers l'univers de George Martin, simplement attention, je vais dévoiler quelques éléments de l'intrigue. Voilà, ça va être nécessaire, je vais essayer de ne pas tout dire, mais il y aura quelques éléments. Attention aussi, je vais essentiellement parler d'histoire et de faits historiques. Alors, on verra dans quelle mesure ils ont été déformés, ils sont imaginés, mais ça va être essentiellement l'histoire qui va nous intéresser, et je vais mettre de côté la mythologie ou la littérature, qui sont aussi des sources d'inspiration de George Martin très très importantes, mais qui mériteraient une autre conférence. Donc voilà pour ces petits éléments. On va commencer une première partie, on va s'intéresser plus particulièrement à l'auteur George Martin et son rapport à l'histoire. En fait, ce que George Martin, qui nous dit très souvent qu'il aime l'histoire, etc., qu'est-ce que ça veut dire chez lui et quel est son parcours ? Commençons alors avec une notice biographique. Alors, un peu rapide, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la vie de George Martin, mais simplement essayer de récupérer quelques éléments qui illustrent notamment son rapport à l'histoire. Alors, George Martin, né le 20 septembre 1948 à Bayonne, donc dans le New Jersey, dans une famille très modeste. Il fait des études de journalisme à l'université de Northwestern dans l'Illinois et il sort diplômé en 1971. Alors, ce ne sont donc pas des études d'histoire qu'il a fait, mais bien de journalisme. En revanche, au cours de ses études, il a pris des options histoire. Et on sait par exemple qu'il a pu, avec cette option-là, étudier les guerres de religion, en France, mais aussi l'histoire de la Scandinavie. Et c'est au cours de ces études qu'il va proposer le tout premier texte à un éditeur. Ce texte, c'est une nouvelle qui s'appelle La Forteresse, et c'est une nouvelle de fiction historique qui en fait raconte l'histoire de la forteresse de Sveaborg en Finlande, qui se rend aux Russes en 1808 au cours d'une guerre face aux Russes. Donc c'est intéressant de voir que c'est aussi avec la fiction historique qu'il va débuter sa carrière. Alors sa nouvelle sera pas éditée tout de suite, il va falloir attendre 2003 et un ouvrage revenant sur la carrière de George Martin pour qu'on ait cette nouvelle-là, mais c'est bien avec la fiction historique qu'on a quelque part un lancement de son appétit pour l'écriture. Alors on sait qu'il avait écrit quelques textes avant, mais ça fait partie de sa construction. Alors par la suite, George Martin écrit des nouvelles. Alors c'est essentiellement des nouvelles de science-fiction ou des nouvelles horrifiques. Il a quelques nouvelles de fantasy, mais c'est clairement pas ce qui l'occupe le plus. Il arrive à vivre de ses écrits dans le milieu des années 70, et il reçoit quelques prix prestigieux, comme par exemple le prix Hugo, qui est un prix dans les littératures de l'imaginaire, qui est un prix très prestigieux. Et j'arrive en 1982 où il va publier son deuxième roman qui s'appelle Le Rêve de Fèvre. Alors pourquoi j'en parle de ce roman-là ? Parce que en fait on se situe dans un cadre historique. Alors c'est un roman qui se déroule dans l'Amérique du 19e siècle. On est un peu avant et un petit peu après la guerre de sécession, à une époque où on a les bateaux à vapeur sur le Mississippi. C'est un récit de fantasy puisqu'il va camper des vampires, mais on est fortement ancré dans un cadre
historique. Et c'est vraiment le roman de George Martin qui va le plus se situer dans un cadre historique, même si on reste dans le cadre de la fantasy. Par la suite, sa carrière littéraire marche moins bien, ce qui fait qu'il rentre à Hollywood, il va à Hollywood pour servir de scénariste sur plusieurs pilotes de séries télévisées, et il devient scénariste sur La Cinquième Dimension, puis sur La Belle et la Bête. Il abandonne pas tout à fait ses projets d'écriture, puisque il a quand même des idées qui tournent de temps en temps, et on sait que parmi les projets de romans qu'il a, il y a un roman historique qu'il pensait faire sur la période romaine, donc il s'est pas mal renseigné sur la période romaine pour écrire ce roman, un roman qu'il ne publiera jamais, et en fait on sait même pas du tout s'il l'a commencé, mais on sait qu'il a fait ce projet. Et c'est donc en 1991 qu'il commence Le Trône de Fer, qui est sa première saga, et sa première saga de fantasy. Le premier tome sort en 1996 en Amérique, et chez nous en France en 1998. À partir de 2007, il y a des négociations, et il y a la cession des droits à la chaîne télévisée américaine HBO qui débute, et on sait, alors je vous ai mis sur le PowerPoint que c'était 1 an après la série Rome. Alors c'est important parce que justement la série Rome, qui est une fiction historique là, sur les guerres civiles romaines à la fin de la République romaine, et a été un des arguments qui a poussé George Martin à accepter l'adaptation de son œuvre, ce qu'il avait refusé jusqu'à présent. Et donc la série sera diffusée à partir de 2011. Voilà, donc c'est intéressant déjà de voir à quel point l'histoire, en tout cas la fiction historique, émaille son parcours, même si en définitive il a très peu écrit de fiction historique pure, en dehors de La Forteresse, la nouvelle dont je vous parlais au tout départ. Il n'a pas écrit d'autres romans purement historiques. Et avec Le Trône de Fer, il s'empare d'un genre, la fantasy, qui est un genre qui est très associé à l'histoire et à la mythologie. Alors la saga littéraire puis télévisuelle a attiré beaucoup de fans et beaucoup de chercheurs, d'universitaires et d'historiens. L'histoire est un des angles qui est le plus étudié dans la littérature et dans les parutions. Ce que je vous avais à l'écran, ce sont les livres. Je ne parle même pas là des articles universitaires qui sont encore plus grands. Et c'est aussi, alors l'histoire c'est aussi un angle, et c'est assez intéressant, qui a été très vite vu par les fans. Par exemple, je prends l'exemple de la garde de nuit, du site de la garde de nuit, alors qui lui a été créé en mars 2005. Et bien, dès octobre 2005, donc bien avant la série télévisée, il y a déjà eu un premier sujet sur les inspirations historiques. Alors pourquoi est-ce que l'angle historique fait partie des plus étudiés et sur lesquels on a le plus de choses à dire? Alors déjà parce que l'auteur en parle beaucoup, dès les premières interviews qu'on a de lui avant l'an 2000, il parle d'histoire. Presque toutes les interviews qu'on a de lui en France, il y a toujours une partie où alors soit c'est lui qui va aborder le plan historique, soit on lui pose la question de son rapport à l'histoire et de l'inspiration historique. Parce que les liens aussi sont très visibles avec l'histoire, ils sont ostensibles, par exemple le mur. Une illustration du mur donc, qui se situe au nord de Westeros, au nord des 7 couronnes. On aura vu le parallèle assez immédiat avec le mur d'Adrien. Ces parallèles très visibles en fait, ont rapidement été vus par les spectateurs, par les lecteurs. Et on verra que c'est très très loin d'être le seul parallèle, que l'histoire vraiment irrigue toute l'œuvre, que ce soit dans la construction du monde, que ce soit dans la narration, que ce soit dans les personnages. Enfin, dernier petit point, c'est que la série, alors vous avez peut-être croisé ça dans des articles, ou si vous êtes un petit peu intéressé à ce qui se disait sur la série, elle a été présentée comme réaliste, et je mets des guillemets. Elle a été présentée comme réaliste notamment en raison de la violence qu'elle montrait, qu'elle n'avait pas peur de montrer la violence, la mort, etc., la sexualité aussi. Ça a été présenté ainsi par des journalistes, mais aussi par l'auteur en lui-même, qui utilise ce terme-là. Et à côté de ça, vous avez très probablement vu aussi croiser des articles qui faisaient des parallèles entre La guerre des 2 roses et Le Trône de Fer, ou entre la saga de Maurice Druon, Les Rois maudits, et Le Trône de Fer.
Donc on va discuter un petit peu de ces considérations. On va d'abord voir ce que George Martin dit lui-même de son rapport à l'histoire et en fait ce que ça nous dit de sa conception de l'histoire et de ce qu'il aime en fait sur l'histoire, donc ce qu'il va reprendre de l'histoire pour mettre dans sa saga. Et je vous ai mis alors une citation très connue sur le mur d'Adrien, sur son inspiration, qui montre à quel point ce qu'aime George Martin, c'est une histoire émotionnelle. Donc voilà ce qu'il dit. Le mur d'Adrien, bien sûr, a été, je pense, la source d'inspiration pour le mur. Je n'ai jamais été en Chine, donc je n'ai jamais eu la chance de voir leur grande muraille, mais j'ai été en Écosse, et j'ai marché le long des ruines du mur d'Adrien, et cela a vraiment été une expérience inspirante. Je voyageais, et nous sommes arrivés tard sur place. Les bus de tourisme étaient déjà en train de partir, le soleil se couchait, et nous avions le site pour nous tout seuls. Je me souviens m'être tenu debout sur le mur. C'était l'automne, entre fin octobre et début novembre. Le vent commençait à se lever, et j'ai regardé au-delà du mur, en essayant d'imaginer ce que ce serait d'être un légionnaire romain, quelqu'un venant d'Italie, de Sicile ou de Grèce, posté à cet endroit, et ce qui pourrait sortir de ces collines pour l'attaquer, ce qu'il aurait ressenti. C'était vraiment un sentiment de solitude très spécial, et j'ai toujours conservé le souvenir de ce sentiment, et c'est certainement là-dedans que j'ai puisé quand j'ai créé le mur et les hommes de la garde de nuit. Donc on voit, avec cette citation, à quel point il a besoin de se projeter et de s'investir émotionnellement dans ses inspirations, ce qui va pas mal retenir, ça va être aussi ses émotions. Une deuxième citation qui illustre aussi pas mal cet aspect-là, ce rapport-là à l'histoire, concerne donc la nouvelle La Forteresse dont je vous parlais juste avant. On est là dans le cadre de ses études où il a suivi des histoires de cours sur la Scandinavie. Et donc il dit: le professeur Franklin D. Scott, un enseignant des plus enthousiastes, invitait volontiers ses étudiants chez lui pour déguster des mets appropriés et du glögg, donc c'est un vin chaud où flottaient raisins secs et cerneaux de noix. Là, nous lisions les sagas nordiques, les deux Eddas d'Islande et les œuvres du poète patriotique finlandais Johan Ludvig Runeberg. J'aimais les sagas et les Eddas qui me rappelaient Tolkien et Howard. J'adorais le poème de Runeberg, Sveaborg, complainte vibrante pour la grande forteresse d'Helsinki, la Gibraltar du Nord, qui s'était inexplicablement rendue lors de la guerre de Finlande en 1808. Au moment d'écrire ma dissertation, j'ai pris Sveaborg comme sujet. Une idée décalée m'est venue, et j'ai demandé au professeur Scott s'il me permettait de soumettre une nouvelle sur Sveaborg au lieu d'un devoir conventionnel. À mon grand plaisir, il a accepté. Donc, on voit bien que on est plus dans l'émotion que dans l'analyse. Au passage, on notera avec cette citation qu'il dit que les Eddas lui rappellent Tolkien et Howard. Donc Howard, c'est l'auteur de Conan, Conan le Cimérien. On sait que les sagas islandaises, les Eddas, ont beaucoup inspiré notamment Tolkien, mais George Martin fait l'inverse. En fait, lui, il a d'abord lu Tolkien et Howard avant de lire les textes qui ont inspiré Tolkien et Howard. On est dans un ordre de découverte où George Martin, il vient avant tout du milieu de l'imaginaire, et c'est aussi avec ce prisme-là qu'il faut comprendre George Martin. Pour la suite, on va peut-être laisser la parole en fait à George Martin lui-même avec un petit extrait de vidéo où How much on reviendra un petit has peu history sur ce qu'il dit. influenced your writing in this series? Well, it's influenced hugely. I mean, history was my minor in college. I've always loved reading history, particularly medieval history, but I also read a lot of ancient history and occasionally other periods. It's especially cool to read history about countries and times that I know nothing about, rather than the same old stories that we're taught all through high school and college and such. But one of the things I wanted to do when I started writing this series was to weld the wonder and imagination of the very best fantasy and science fiction with some of the grittiness of historical fiction. In addition to history, I read a lot of historical fiction, and for me, it fulfills some of the same stuff of fantasy. It takes us to another place, another time, a place where mores were different. And yet in historical fiction, there's a sense of
realism that I found very attractive. And I'm a huge Tolkien fan. Certainly he was a giant influence over me. But fantasy in the hands of the imitators who followed Tolkien, I think had kind of lost its way. They were taking a lot of Tolkien's tropes and just repeating them, and they didn't have, Tolkien was a real scholar and a linguist and an expert in folklore and ancient languages, and he brought all of this considerable learning to it. That wasn't true of the Tolkien imitators. They were taking just the broadest, castles and knights and Dark Lords and stuff from Tolkien and producing this stuff that seemed to be set in the Disneyland Middle Ages rather than anything approximating the real Middle Ages. So history, was huge for me. And as I read a lot of history, there's that famous quote that if you steal from one person is plagiarism, if you steal from many people it's research. I stole from many people reading a lot of history. Voilà, donc beaucoup de choses dans ce qu'il dit. On va revenir sur certaines des phrases qu'il a dites en essayant de le replacer dans un contexte. On va commencer par la toute dernière phrase qu'il dit. Il dit qu'il a appris chez beaucoup de personnes en lisant beaucoup d'histoires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Chez qui est-ce qu'il prend? Et on va s'intéresser donc aux sources de George Martin. 3 catégories de sources. Alors je vais pas faire de liste exhaustive, c'est compliqué avec George Martin de toute façon de faire quelque chose d'exhaustif, mais d'essayer de voir les différentes catégories dont il s'inspire. La première catégorie, ça va être la fiction historique et les différentes histoires. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a souvent une approche des différentes périodes historiques à travers la fiction en premier temps. Si il s'est intéressé à la guerre des 2 roses, qui est une de ses grosses inspirations. S'il s'est intéressé à cette période-là, c'est parce qu'il a été marqué notamment par les écrits de Shakespeare, qui a fait plusieurs pièces sur la guerre des 2 roses, notamment 4 pièces, Henri IV, partie 1, 2 et 3, et Richard III. Donc Shakespeare, pour le coup, l'a beaucoup inspiré là-dessus. On pourrait aussi citer, alors, la petite fierté nationale, on va dire, Maurice de Rion et Les Rois Maudits, sa saga des Rois Maudits qu'il a découverte, qui a été traduite en anglais. Et troisième, peut-être, qui est connu, qu'on pourrait connaître en France, c'est Robert Graves, un auteur qui a écrit le roman qui s'appelle I, Claudius, et qui raconte l'histoire de la première dynastie des Julio-Claudiens au tout début de l'Empire romain. Alors il faut savoir que ce livre a été adapté en série par la BBC dans le milieu des années 70, et George Martin se réfère beaucoup à la série, qu'il adore, qu'il regarde de temps en temps, et dont il chante les louanges. Et c'est intéressant de voir aussi qu'il se réfère plus souvent à la série qu'au livre d'origine. Alors on pourrait citer beaucoup d'autres auteurs, j'en ai simplement retenu 3 parce qu'ils sont, disons que Martin en parle beaucoup et lit beaucoup de romans d'eux. Nigel Hunter, qui est un auteur écossais, et qui a beaucoup écrit sur les guerres d'indépendance écossaises du XIIIe siècle. On verra que l'Écosse est une des très grosses inspirations de George Martin, l'Écosse médiévale. Cecilia Holland, qui a écrit sur plein de périodes différentes, la conquête normande, les Vikings, les croisades, Constantinople, l'époque contemporaine aussi. Et Sharon Kay Penman, alors qui est une autrice américaine et qui a notamment fait une série sur les Plantagenets, donc la dynastie anglaise, et elle a aussi écrit sur la guerre des 2 roses. On retrouve là une des grosses inspirations de George Martin. De Sharon Kay Penman, George Martin fait souvent les louanges. On pourrait penser aussi à d'autres auteurs. Parfois, George Martin évoque Dumas ou Bernard Cornwell, qu'on connaît un peu plus aujourd'hui parce qu'il est à l'origine des livres qui ont donné The Last Kingdom. Donc voilà, il cite parfois ces auteurs-là. Il y a une deuxième catégorie de livres qu'il lit et dont il s'inspire, c'est ce qu'on appelle la popular history. Alors la popular history, c'est un genre qui est anglo-saxon, qu'on connaît assez peu en France, mais qui est en fait une façon de raconter l'histoire en s'appuyant sur un socle vraiment
historique, et donc en essayant de ne pas déformer les faits historiques, mais en le racontant de façon très narrative, en prêtant parfois des traits de caractère à des personnages historiques, en reconstituant des dialogues, de façon à toucher vraiment un large public. Donc il y a un aspect narratif et événementiel plus important que des aspects d'analyse, hein. C'est pas le but d'analyser l'histoire avec la popular history, c'est de la raconter. Et il y a des raccourcis, il y a parfois des erreurs, mais on essaye de s'appuyer sur des recherches historiques. Ça, c'est vraiment un genre que George Martin adore, avec 3 auteurs en particulier à noter. Thomas Costain, journaliste canadien du XXe siècle, qui a écrit une tétralogie sur les Plantagenets. Barbara Tuchman, qui a écrit sur la fin de l'époque médiévale, en particulier sur le XIVe siècle, et un auteur qu'on connaît aussi en fantasy, qui s'appelle Léon Sprague de Caen, et qui est un auteur qui a écrit un ouvrage sur les cités anciennes, donc Ninive, Constantinople, Carthage, etc. Alors, c'est intéressant de voir que c'est un ouvrage qui est très renseigné, hein, il y a vraiment eu un gros travail de recherche de la part de Léon Sprague de Caen, qui comporte aussi des éléments très narratifs, où il prête des pensées à certains personnages historiques. C'est un ouvrage qui aujourd'hui est très daté, hein, le chapitre par exemple sur la ville de Ninive, la ville assyrienne de Ninive, met beaucoup l'accent sur l'aspect guerrier, l'aspect cruel des rois assyriens, hein, qui est souvent l'aspect qu'on accole aux Assyriens. Bon, qui est largement remise en question, bien sûr, aujourd'hui. Mais voilà, il y a vraiment ce travail-là. De ce qu'on voit, en tout cas, de ces 2 catégories-là, fiction historique et popular history, c'est que déjà, alors, comme il le dit dans la vidéo, beaucoup d'histoires antiques, beaucoup d'histoires médiévales. Et le deuxième élément intéressant, c'est que c'est bien à travers la fiction, en tout cas une certaine façon de raconter l'histoire, que George Martin prend son inspiration, et qui c'est vraiment là-dessus qui s'appuie en premier, ce qui ne l'empêche pas de s'intéresser à la vulgarisation historique également. Quand il a par exemple une question technique, quand il veut creuser un point particulier, il va avoir cette démarche d'aller chercher dans des ouvrages de vulgarisation historique des points précis, par exemple sur les tournois, sur la généalogie, sur comment est-ce qu'on vivait dans un château médiéval ou dans une ville médiévale, et il va avoir quelques références, par exemple Joseph Foster qui est un généalogiste anglais. Il va voir par exemple aussi les ouvrages de l'édition Osprey Publishing, qui est un ouvrage, qui sont des ouvrages essentiellement sur l'histoire militaire, qui sont très illustrés, hein. George Martin adore les ouvrages illustrés. Donc il va faire cette démarche-là. Alors, jamais d'articles universitaires ou d'ouvrages vraiment universitaires, mais des éléments de vulgarisation. Et alors, vous aurez vous voyez à l'écran une petite inversion, c'est que ces éléments-là ont été une source d'inspiration de Martin, et vous voyez sur les couvertures des 2 livres à l'écran que aujourd'hui ces ouvrages-là se vendent en fait sur le nom de Martin, hein, Les Rois Maudits, voici le Game of Thrones original par exemple. Alors ce que nous avons là, c'est la partie émergée de l'iceberg, hein. George Martin est quelqu'un qui lit beaucoup, qui est très curieux, hein. Vous l'avez vu dans la vidéo où il dit qu'il essaye de piocher à droite à gauche, de s'intéresser aussi à des histoires qu'il n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est quelqu'un qui a une grande culture historique. On note aussi que c'est une histoire qui est très anglo-française, ou alors une histoire à travers un prisme anglais ou américain. Martin, il ne sait lire que l'anglais. Donc il va avoir accès qu'aux livres par des auteurs anglais ou américains, ou des livres traduits, hein. Il s'en désole assez régulièrement, mais voilà, il va avoir donc ce prisme-là. L'autre élément à noter, dont j'ai rapidement parlé, c'est que c'est effectivement une histoire qui est datée, une historiographie qui est relativement datée, surtout aujourd'hui où il y a 30 ans de recherche, hein, depuis les ouvrages Keeley, qui sont essentiellement des ouvrages des années 80. Aujourd'hui, voilà, on voit que c'est quelque chose qui est daté. Et enfin, dernier point que je voulais, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que c'est une histoire qui est essentiellement événementielle. Donc là, je cite Martin qui dit « Je voulais rester proche de l'histoire. Avec cela en tête, j'ai lu beaucoup de livres d'histoire et de fiction historique. La guerre des 2 roses a été une inspiration, mais il y en a d'autres. Les croisades ont été une inspiration,
la croisade albigeoise, la guerre de Cent Ans, certaines des guerres frontalières et incidents de l'histoire écossaise, de l'histoire française, tout cela était bon à prendre. Donc voilà, il a une conception de l'histoire comme quelque chose d'événementiel, et finalement ce qu'il va aimer dans l'histoire, ce sont les histoires. Les questions d'analyse ne vont pas particulièrement l'intéresser, il va plutôt préférer puiser dans l'histoire comme on puiserait dans un roman. Et on en arrive quelque part à une forme de paradoxe, surtout quand il commence à manier la notion de réalisme. Il y a beaucoup de citations de lui où il va opposer un Moyen-Âge de Disneyland dont se sont emparés certains auteurs de fantasy, avec un vrai Moyen-Âge que lui donc mettrait dans ses livres. Donc vous avez 2 citations à l'écran, je ne vais pas lire, mais simplement c'était pour vous montrer qu'il le dit très très souvent, cette expression. Et c'est une forme de paradoxe parce que George Martin, en fait, donc il a une culture historique, oui, mais il a aussi une vision qui est déformée de l'histoire, qui rejoint là une vision classique du Moyen-Âge, qui fait du Moyen-Âge une période très sombre, très brutale, très cruelle, etc. Bon, on rappellera que c'est quand même une période qui dure 1000 ans, et qui a tendance à être vue de façon monolithique, et que, bien entendu, le Moyen-Âge ne se résume pas à sa violence, une violence d'ailleurs qui existe dans toutes les périodes de l'histoire de l'humanité. Alors je vais vous montrer, il y a des ouvrages qui déjà ont exploré pas mal ce rapport de George Martin à l'histoire médiévale en particulier, dont l'ouvrage qui est en haut à gauche du PowerPoint, mais simplement pour citer par exemple William Blanc, qui a déjà été reçu par la Société des Amis de Vincennes. William Blanc qui répond justement à George Martin qui dit que dans la réalité, en fait, un prince, n'importe quel prince peut aller violer une paysanne et la mettre au fer, la traiter comme moins que rien. Et William Blanc y répond en disant « Certes, le Moyen-Âge était une époque dure, mais elle n'était pas dépourvue de loi, et les princes n'étaient pas autorisés à violer les paysannes au détour d'un bois. » Il y a beaucoup, effectivement, de travaux d'historiens qui montrent à quel point la violence était régulée dans ces sociétés. Donc je ne reviens pas dessus. Alors, Martin est parfois un peu plus nuancé dans ce qu'il dit. Il y a par exemple une citation de lui où il dit que même dans l'Amérique du XXIe siècle, il n'y a pas d'égalité, il y a encore des barrières contre les femmes, malheureusement le viol reste une tactique de guerre encore aujourd'hui. Donc il est un peu plus nuancé, et en fait cette vision-là de l'histoire de manière générale, c'est vraiment sa vision à lui, une vision qui en général est assez sombre et cynique de l'histoire. Alors, bien sûr, même si son ouvrage est absolument pas dénué de poésie, d'histoire ou de quoi que ce soit, mais il y a ce rapport vraiment sombre à l'histoire. Et d'ailleurs, alors si vous vous rappelez de la petite vidéo qu'on vous a passée, à un moment donné, il parle du terme de gritty. Gritty, quand il parle de la fiction historique, il a voulu rajouter le gritty de la fiction historique à son ouvrage. Alors gritty, ça veut dire quelque chose qui est rude, qui est rugueux, contre lequel on se frotte en fait. Et c'est intéressant parce que c'est le terme qui a été pris en fait pour qualifier sa fantaisie. On parle de gritty fantasy quand on parle de l'ouvrage de George Martin. Et c'est vrai que la vision de Martin, la vision de l'histoire étant très liée à l'histoire événementielle et donc aux guerres, vous vous rappelez de la citation que je vous ai mise où il parle des guerres, guerre de Rose, guerre de 100 ans, etc. Et bien forcément, il a une vision déformée. Il faut aussi savoir que Martin a été objecteur de conscience pendant la guerre du Vietnam, et que les récits de guerre ont fortement marqué, il a écouté pas mal de récits de guerre, ça l'a fortement marqué, et il dit souvent qu'il écrit sur la guerre, sur la violence, sur ses horreurs, et c'est vrai que son ouvrage est parsemé d'une violence qui est multiforme. Et c'est intéressant parce que du coup il a à ce prétendu réalisme qui serait lié à la violence, on arrive finalement à une forme de paradoxe, et un paradoxe que Martin revendique lui-même. Il va par exemple parfois préférer choisir une histoire fausse, historiquement, mais qui va davantage lui plaire.
Un exemple fameux, c'est par exemple lorsqu'il parle à propos de ce qu'on appelle le dîner noir d'Écosse de 1440, qui est l'inspiration des fameuses noces pourpres de la saga, enfin de la série et de la saga littéraire. Donc un massacre en règle. Épisode très très marquant. Hein, je me voilà, rappelle, et très, exactement, très qui a vraiment, enfin qui en plus, alors ça fait partie de justement des moments qui ont propulsé Game of Thrones. Enfin, les gens se sont intéressés en disant wow, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc voilà, donc l'inspiration principale, alors c'est pas la seule, mais vient du dîner noir. Alors on est dans un cadre, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais il y a des rivalités autour de la régence de Jacques II d'Écosse. Le gouverneur du château d'Édimbourg, qui s'appelle William Crichton, invite des membres du clan Douglas à un banquet de réconciliation et au cours de ce banquet, selon certaines versions, selon certains récits, on apporte un taureau noir, une tête de taureau noir à table, on arrête tout le monde, on fait un simulacre de procès juste après et on décapite les membres du clan Douglas. Et George Martin est revenu sur cette inspiration et il dit « Bien sûr, si vous lisez l'histoire académique, rien de tout cela n'est arrivé. Le duc a été exécuté, mais il n'y avait ni musique, ni tête de taureau, tout cela a été ajouté plus tard. Peut-être que c'est le cas, mais celui qui a inventé cette histoire est un très bon conteur. J'aime davantage la version populaire que la version académique, trop ennuyeuse. » Donc, je ne relève pas la pique aux historiens, je ne lui en veux pas, mais voilà, c'est un conteur, hein, c'est pas un historien, George Martin, et d'ailleurs, il prétend pas l'être particulièrement, hein, il le dit à plusieurs reprises, qu'il n'est pas historien, qu'il n'est pas un expert, et que ce qu'il aime, c'est les ouvrages de popular history. Il y a même parfois où il va assumer une forme de démesure, en fait, alors qui est liée aussi au genre de la fantasy, mais il va souvent dire que les châteaux qu'il crée sont démesurés. C'est le cas, par exemple, avec le mur d'Adrien, qui est l'inspiration pour le grand mur. Alors le mur d'Adrien, c'est quelques dizaines de mètres de hauteur, alors, je ne sais plus exactement, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais le mur de George Martin, c'est 200 mètres de hauteur. Hein. Donc on est carrément sur un gigantisme exagéré, et George Martin dit à un moment donné qu'il n'y a aucun château de la vraie vie qui peut rivaliser avec Westeros, et donc c'est assez rigolo de voir que quelqu'un qui va critiquer un usage Disneyland du Moyen-Âge, va par exemple littéralement mettre un château de Disneyland dans son univers. C'est le château de Haut-Jardin, hein, le château des Tyrell, qui ressemble quand même beaucoup à un conte de fées. Alors, on est chez George Martin, donc ce château probablement va cacher des choses un petit peu moins joyeuses et un petit peu moins conte de fées. Mais on a vraiment ce paradoxe entre une volonté de faire quelque chose de réel, réaliste, et au contraire, on accentue l'aspect totalement fantasy. Alors, pour finir sur ce point sur le réalisme, la question est de savoir pourquoi en fait est-ce qu'il y a ce paradoxe-là, pourquoi est-ce qu'il se revendique d'un réalisme tout à côté en disant qu'il fait de la fantaisie. Alors, au-delà du fait que ça lui permet de se justifier parfois un peu facilement sur des critiques légitimes autour de la représentation des violences, et en particulier des violences faites aux femmes, ça a aussi été un argument de vente, alors utilisé par lui, mais aussi et surtout par la série, par les journalistes. Et c'est aussi, alors, théorie tout à fait personnelle, mais c'est aussi, je pense, pour lui, une façon de légitimer la fantaisie. Hein, dans les citations que je vous ai mises, et aussi dans l'extrait vidéo que vous avez vu, il se réfère toujours aux auteurs qui ont suivi Tolkien. Donc ça, il fait vraiment référence aux auteurs de fantasy des années 70-80. Et effectivement, en fait, la fantasy a été une grosse production, alors beaucoup plus quantitative que qualitative, avec des forts stéréotypes, et c'est un genre qui a une réputation, même, alors encore aujourd'hui en France, hein, qui n'a pas forcément une réputation incroyable, mais qui n'était pas non plus, qui n'avait pas une bonne réputation particulièrement à cette époque-là. Et en fait, George Martin essaye de donner quelque part ses lettres de noblesse à la fantasy. Alors, c'est clairement pas le seul auteur qui le fait, mais lui, la façon dont il a trouvé, dont il a voulu faire ça, c'est en se rattachant à quelque chose de plus, entre guillemets, réaliste, de moins idéaliste, et en le
s'attachant surtout à un genre qu'il y a à ce moment-là déjà, ces lettres de noblesse, qui est la fiction historique. Aujourd'hui, regardez, en France, on parle d'Alexandre Dumas et de Maurice Duron comme des grands auteurs, des grands auteurs littéraires, ce qui n'était pas le cas au moment de l'invention de ce genre, le roman historique au XIXe siècle, mais aujourd'hui, ce sont vraiment un genre qui a ces lettres de noblesse. Voilà, donc ce tableau-là, autour de George Martin, on voit à quel point George Martin a une culture historique, mais aussi sa propre vision, une vision qui est plus ou moins déformée, qui peut être fausse, mais c'est intéressant de voir son rapport à cette notion justement de, entre guillemets, réalisme, qu'il faut, je pense, là pour le coup, mettre de côté. Le trône de fer n'est pas une représentation réaliste de aucune période historique. En revanche, on va avoir beaucoup de liens avec l'histoire. George Martin va aussi s'appuyer sur des stéréotypes historiques pour construire son monde, des stéréotypes que parfois il va déconstruire, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Simplement, alors avant de rentrer dans l'univers du trône de fer, assez rapidement sur la question de l'adaptation télévisuelle. Alors il faut savoir que donc les deux personnes qui ont adapté le Trône de Fer, donc David Benioff et Daniel Weiss, qui eux aussi se sont réclamés d'un certain réalisme historique, ils n'ont pas fait appel à de consultants historiques particulièrement, donc ils se sont vraiment appuyés sur ce que faisait George Martin. Il n'y a pas eu de travail spécifiquement fait sur la représentation par exemple du Moyen-Âge. Il y a en revanche eu un travail des équipes, alors de façon plus locale, des équipes sur des influences historiques, et je vous ai mis notamment une interview, un extrait de Michelle Clapton, qui est donc la costumière de Game of Thrones, et qui dit ceci: « Je me suis plongée dans les recherches, j'ai commencé à étudier la manière dont les gens vivaient sous divers climats au cours de l'histoire, etc. » À la fin, elle dit, voilà, comme une pie, j'ai emprunté des éléments et les ai rassemblés pour créer de nouveaux looks uniques et propres à la série. Il fallait que rien ne semble provenir d'une époque historique spécifique. C'est intéressant, alors on retrouve cette idée d'aller piquer à droite à gauche des inspirations historiques comme Martin parlait. Une idée aussi de se détacher, de créer une identité visuelle qui lui est propre et de puiser vraiment à droite à gauche. Ce qui fait que dans la série, on va avoir à la fois des références communes, et un exemple de référence commune, ça va être par exemple la grande tour de Villevieille. Alors Villevieille, c'est la cité qui est tout au sud de Westeros. Vous aurez reconnu le phare d'Alexandrie, qui est donc aussi dans les livres, avec alors une façon de représenter un petit peu différente entre les deux médias. Alors à gauche, vous avez la version des livres qui est ici livrée par Ted Nasmith, qui est aussi connu pour avoir travaillé d'ailleurs sur l'œuvre de Tolkien. Et là, pour le coup, qui a fait cette tour-là avec des indications précises de George Martin. Et cette représentation s'appuie beaucoup sur un imaginaire autour de ce phare-là. Alors que la version de droite, donc la version d'HBO, va plus s'appuyer sur des versions de reconstitution. Donc une tour carrée, alors toujours gigantesque, mais plus proche de ce que pouvait éventuellement être le phare d'Alexandrie. La série va aussi très largement se détacher par plusieurs aspects de la saga littéraire. Alors simplement, juste dire que George Martin n'a pas eu son mot à dire particulièrement sur ces aspects-là. Donc quand on parle de la série, on parle vraiment de la série et des créateurs, et pas de George Martin. Alors, la série a donc créé ses propres référentiels. Vous avez par exemple à l'écran la cité de Vaes Dothrak, qui est la cité des Dothraki en Essos, qui est le lieu de rassemblement des différents clans Dothraki. Dans la série, l'inspiration multiple, mais la grande inspiration, ça a été le festival du Burning Man en Amérique, l'organisation, etc. Donc une référence là contemporaine. Et l'architecture que vous voyez là de la maison commune, d'une des maisons communes, ça reprend en fait des éléments architecturaux du Bénin. Là aussi, inspiration beaucoup plus contemporaine. Et quand on parlait de costumes, donc je vais finir sur ces costumes-là,
on a une inspiration. Alors, les deux dessins de gauche donc, sont des dessins qui ont été faits pour l'épisode pilote. C'est pas ceux qu'on voit à l'écran. Ceux qu'on voit à l'écran, c'est à droite. Mais on a eu une volonté de reprendre des inspirations des samouraïs, des inspirations japonaises qui n'existent pas dans la saga littéraire. Alors probablement ici, là, dans une volonté de pouvoir mieux distinguer à l'écran les différentes factions, surtout quand ils sont en guerre, hein, quand on a les Stark contre les Lannister. Plus facile de trouver quand on a une identité visuelle marquée pour les armures. De manière générale, la série télévisée est très fortement empreinte de peinture, alors de peinture romantique, mais aussi de peinture pré-raphaélite. Donc il y a tout un ouvrage qui existe là-dessus, qui a été écrit par Stéphane Rollet. Mais il y a une forte inspiration au niveau des visuels. Donc là, des références beaucoup plus modernes et contemporaines. Donc ça permet de s'éloigner des livres et aussi de créer une unité visuelle assez marquante à la série. Donc là, je vous ai simplement mis un exemple entre la cité de Kars, qui est la cité la plus orientale qu'on voit dans la saga, dans Game of Thrones, qui se trouve tout à l'est, et la peinture de William Turner, donc Didon construisant Carthage. Alors, je pense que là, vraiment, on a une inspiration qui est très très directe, hein. Les compositions sont très proches, les couleurs sont très proches, on a un thème antique dans les deux catégories, Kars et Carthage. On soulignera aussi la proximité des noms. Donc voilà pour ce tour autour de George Martin et de son rapport à l'histoire. On va maintenant commencer un voyage vraiment dans cet univers propre en parlant des inspirations historiques. À proprement dit. Alors, George Martin a plusieurs façons d'utiliser l'histoire. Une de ces façons, c'est donc de prendre l'histoire pour construire son monde et pour construire ses espaces géographiques, pour permettre en fait de construire un monde à la fois familier pour le spectateur ou le lecteur, mais aussi un monde à découvrir. La carte que vous avez, donc c'est la carte du monde connu. Alors la narration, l'intrigue se situe essentiellement dans le Carré Rouge, essentiellement à Westeros, donc le continent ouest, mais on a aussi un passage à Essos, le continent est. Alors chaque région en fait de son monde va avoir une inspiration historique principale mélangée à d'autres, mais il va y avoir une forme de spatialisation des inspirations historiques. Alors on est ici dans une construction assez classique en fantasy, hein, qui est de créer un monde en puisant à droite à gauche et en spatialisant les inspirations, qu'on pouvait avoir chez Conan le Cimérien, qu'on a par exemple chez Tad Williams, hein, l'Arcane des épées, qui est une des inspirations de George Martin. Mais Martin va vraiment donner une ampleur très très grande à ces inspirations, notamment par le fait qu'il fait un écart immense dans les espaces et dans les inspirations qu'il va prendre. On va aller de la préhistoire à l'époque moderne. À l'époque moderne, c'est à partir du XVe siècle, après Jésus-Christ. Pour créer donc ces différents espaces, il va s'appuyer sur une imagerie classique, une imagerie populaire, et ces stéréotypes, hein, on a par exemple les gens qui sont au nord, qui sont un peu rudes, un peu bourrus, voilà, pas forcément assez austères, hein, on pense à Ned Stark par exemple, par rapport aux gens du sud qui ont un caractère beaucoup plus doux. On va parler aussi d'intrigues un peu plus vicieuses, etc. Donc là on est dans ce qu'on appelle la théorie des climats, qui est une théorie historique très classique, hein, qui associait la géographie, le climat à des modes de vie. Donc voilà, il va reprendre ces images populaires, mais aussi, très souvent, il va mettre en scène des détails, alors qui peuvent être historiques ou historicisants, c'est-à-dire qui rappellent une période historique précise, sans forcément être complètement historiques. Et ce sont ces éléments-là, en fait, qui vont donner cette impression de réalisme, entre guillemets, et qui témoignent, hein, du travail de recherche et du travail de George Martin. On est dans un monde qui est très occidentalo-centré, hein, et un monde qui n'est absolument pas à l'abri de représentations, encore aujourd'hui, coloniales ou orientalistes. Alors dans la catégorie de monde familier, je demande Westeros.
vous allez avoir la carte de Westeros, donc le continent ouest, qui est clairement en fait l'inspiration, qui est l'Angleterre avec l'Irlande inversée. Hein, j'ai mis ça simplement pour aussi pointer un élément, c'est que George Martin adore inverser les inspirations. Hein, il le fait à plein de reprises différentes. Mais ça va lui permettre de créer des découpages connus. On va commencer par l'au-delà du mur. Hein, l'au-delà du mur, donc de Westeros. Alors je vais pas avoir le temps de détailler chaque espace, mais simplement pour donner l'inspiration principale, ou en tout cas une des aspirations principales des différents espaces. Le nord du mur, on va avoir des marqueurs préhistoriques. Hein. Vous avez des mammouths, littéralement. On va avoir aussi des loups géants qui reprennent la faune du Canada d'il y a 10 000 ans. Il est fait mention de grottes, etc. Donc, l'au-delà du mur, on est clairement dans un imaginaire préhistorique. Alors, c'est pas la seule inspiration, on verra qu'il les mélange aussi, mais c'est une des inspirations. Le nord, alors le nord qui fait partie du royaume des 7 couronnes. Alors, le nord, on a une inspiration entre l'Écosse médiévale et le Haut Moyen-Âge. Alors le Haut Moyen-Âge, c'est la période qui suit l'Antiquité, c'est entre le 6e et le 10e siècle après Jésus-Christ. Alors, par exemple, dans le Nord, il n'y a pas de chevalerie, il n'y a pas vraiment de chevalerie. Les seigneurs du Nord sont très peu chevaliers. Et effectivement, on sait que la chevalerie dans nos sociétés arrive aux alentours du 11e, 12e siècle. Hein, grande période, c'est 12e, 15e siècle. Donc, période du Moyen-Âge central. Le Moyen-Âge, on a aussi des modes castrales dans le Nord. Hein, alors c'est pas vraiment l'ancêtre des châteaux forts, mais en tout cas c'est la construction fortifiée du Haut Moyen-Âge. Et par rapport à l'Écosse, il y a beaucoup de châteaux, alors on est un petit peu plus tardif, mais des châteaux avec des murs assez épais qui se retrouvent en fait dans les descriptions des murs du nord de Westeros. Et simplement pour la petite histoire, l'épisode pilote de Winterfell, à Winterfell, a été tourné au château de Doune en Écosse. Alors à l'écran, c'est vrai qu'on l'a assez peu parce que ça a été coupé, ça a été beaucoup retourné. Hein, l'épisode pilote a beaucoup été retourné. Mais en tout cas, on avait cette idée de reprendre un château écossais. Les îles de fer. Ensuite, alors les îles de fer, là on est dans cet imaginaire viking, en fait, où on a un climat rude, on a la représentation d'un guerrier avec une hache, ce sont une population qui est très liée à la mer, hein, ce sont aussi des pillards. La devise des Greyjoy, hein, qui est la famille principale de ces îles de fer, ça va être « We do not sow », donc « nous ne semons pas ». Et en fait, là, on a vraiment une représentation classique et stéréotypée des Scandinaves, des anciens Scandinaves, hein, qui sont réduits à leurs pratiques violentes, celles des pillages, très loin de ce qu'était la réalité. On sait que c'était aussi beaucoup de fermiers, d'explorateurs, etc. Et donc là, George Martin reprend un stéréotype. Alors, c'est vrai qu'aux marges, on a certaines nuances, on a certains personnages qui ne correspondent pas du tout à ce cliché, mais qui sont pourtant, qui sont des habitants des îles de fer. Mais c'est vrai qu'on s'appuie quand même pas mal sur les stéréotypes. On va ensuite passer au centre. Alors, on aura noté que en fait, plus on descend vers le sud, plus on avance dans le temps. Le centre, c'est clairement le Moyen-Âge central et le bas Moyen-Âge. C'est l'époque des chevaliers, c'est l'époque de la féodalité, c'est l'époque de la construction de la royauté aussi. Alors, la féodalité telle qu'elle est dépeinte dans George Martin, pour le coup, elle est très précise, elle est très détaillée. Donc on a cette idée de distribution de fiefs et de liens personnels d'hommage, hein, qui liait le seigneur vassal au seigneur suzerain. Pour le coup, ça c'est quelque chose que George Martin détaille beaucoup, hein. De manière générale, on sent que c'est vraiment la période qu'il a le plus étudiée et qui remet avec le plus de détails. Je vous ai mis aussi une représentation d'une cérémonie d'hommage avec le seigneur suzerain qui tient entre ses mains les mains de son vassal, qui est un geste en fait de prestation d'hommage qu'on retrouve dès cette époque et qui perdure par la suite. Et on a cette description dans le Trône de Fer, hein, parce qu'on a certaines cérémonies d'hommage. On voit à quel point là, le détail que George Martin a repris.
de façon très classique, on retrouve les joutes médiévales. Alors les joutes, en particulier les joutes équestres. Alors les joutes équestres, c'est quelque chose qui vient surtout avec le XIIe, voire XIIIe siècle, voilà, qui est souvent repris dans les fictions et dans les films qui campent un Moyen-Âge, parce que c'est marquant. Quand on pense Moyen-Âge, on pense aussi aux joutes équestres. Alors il faut savoir que ces joutes équestres sont pas mal décrites par Jean Froissart, donc le chroniqueur du XIVe siècle, de la fin du XIVe siècle, et que George Martin a lu Jean Froissart. Il a probablement été marqué par ces tournois-là. C'est aussi un grand classique des romans de chevalerie et de la fantaisie. Alors petite enclave à Port-Réal. Alors Port-Réal qui est la capitale des sept couronnes, où là on va avoir une Constantinople. On remarquera déjà que géographiquement les deux villes sont placées à l'embouchure d'un fleuve et donnent sur une mer, avec une inversion, comme je vous disais, Martin aime beaucoup inverser. Une inversion, le Bosphore est au nord pour Constantinople, alors que là, la Néra, qui est le fleuve qui borde Port-Réal, est au sud. Donc on a cette inspiration, une inspiration qui est renforcée aussi par la narration. Vous avez dans la saison 2 ou le tome 2, l'intégrale 2, pour ceux qui ont les livres, l'utilisation du feu grégeois. Alors qui était une arme incendiaire utilisée par les Byzantins et qui a notamment été utilisée lors du deuxième siège de Constantinople en 717-718. D'ailleurs, il y a un siège qui a très fortement inspiré la bataille de la Néra, de George Martin. Mais voilà, on a ce marqueur fort. Alors, en VO, feu grégeois, c'est l'arme chez George Martin, c'est Wildfire. Ça a été traduit par feu grégeois en français parce que ça ressemblait vachement et que le traducteur a décidé d'opter pour quelque chose de connu. Mais l'inspiration est en tout cas assez claire, assez directe. On va finir Westeros par la dernière région, la dernière couronne qui est Dorne. Et alors là, on va voir une Espagne médiévale andalouse qui est représentée et surtout qui a un filtre orientaliste. En fait, c'est vraiment la façon dont l'Espagne andalouse est présentée par les chroniqueurs, alors à la fois médiévaux, mais aussi les auteurs du XIXe siècle, avec, on va retrouver pas mal de stéréotypes comme l'utilisation des agrumes, l'évocation de serpents, l'utilisation des poisons, la thématique de la vengeance aussi, qui est une thématique très associée à l'Espagne médiévale, l'Espagne andalouse, qu'on retrouve dans le Trône de Fer. Et alors là, simplement un petit crochet par la série. La série a réussi à filmer en fait les passages de Dorne, alors qui n'est pas la partie la mieux adaptée dans la série, on va le dire, mais qui a réussi à filmer dans différents lieux historique, l'Alcazar de Séville, qui s'est construit à partir du IXe siècle et qui reprend des influences islamiques mais aussi chrétiennes, et l'Alcazaba d'Almeria, qui est ce que vous avez sur la deuxième image, qui vraiment évoque un petit peu cette Espagne andalouse. Là, pour le coup, la série va plus loin que les livres sur son inspiration. Voilà pour Westeros. On va passer maintenant à l'autre continent, le continent Est. Alors, sur ce continent Est, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des inspirations qui sont plus mélangées, qui sont plus dispersées et qui sont beaucoup plus raccrochées à un imaginaire, même si on continue à avoir quelques détails et événements historiques. Et c'est un territoire qui est beaucoup ancré dans l'Antiquité, même si on a aussi des inspirations qui viennent de l'Orient médiéval. On va commencer avec le premier peuple qu'on rencontre dans ces territoires-là, qui sont les Dothraki. Et alors les Dothraki, c'est vraiment pour le coup cet imaginaire des peuples à cheval qui va comprendre les Scythes, les Huns,
les Mongols, de façon assez indifférenciée, mais ça va être le stéréotype du peuple nomade, du peuple qui met le cheval au cœur de son mode de vie, et qui va avoir des mœurs particulièrement violentes, parfois cruelles. C'est vraiment l'image du barbare à cheval, tel que certaines chroniques médiévales évoquaient les Huns, par exemple, qui sont... qui n'ont pas forcément une bonne réputation dans les chroniques médiévales, et la tradition s'est progressivement construite. Vous pouvez par exemple penser au tableau de la croix Attila, d'Attila, qui représente cet Attila avec sa peau de bête, etc. Cet imaginaire-là, je ne détaille pas plus. On va ensuite passer à une région un peu plus à l'est et aux évocations de l'Antiquité classique. Alors l'Antiquité classique, c'est l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine. Alors c'est intéressant parce que là, en fait, on va vraiment avoir des éléments qui sont déconnectés de leur contexte historique et qui parsèment la région. On va avoir l'évocation des jeux du cirque dans les arènes de Mérine, qui est un arc assez important. Alors je crois que c'est 5e saison, en tout cas c'est 5e livre, avec ces amphithéâtres romains. On a aussi une description par exemple des habits des maîtres, donc des dirigeants en fait, des différentes cités qui sont là, qui ressemblent énormément à la description des toges romaines et qui ont aussi une fonction de distinction sociale, comme pouvaient avoir les toges romaines. On pourrait également penser à la harpie qui est le symbole des cités qui se trouvent dans la baie des Cerfs, là évocation clairement de l'Antiquité grecque. Ce n'est pas la seule Antiquité, c'est à noter, on sort des représentations classiques aussi pour aller voir l'Antiquité orientale. Alors plus à l'est encore à nouveau, alors là on est un petit peu dans le cadre inverse de Westeros, c'est que plus on va à l'est, plus on va avoir des références anciennes et orientales. Et l'élément le plus marquant, pour le coup, ça va être les grandes pyramides de la ville de Mérine, qui sont là une évocation assez claire des pyramides mélangées aux ziggourats mésobotamiennes, qui sont les ziggourats des bâtiments, des temples construits en briques et qui sont étagés, comme la représentation que vous avez à l'écran. Donc voilà, ça on est dans les espaces que nous, spectateurs ou lecteurs, on voit. Au-delà de ça, simplement d'une minute, on a d'autres époques anciennes qui sont figurées, alors selon un imaginaire, alors là pour le coup on est vraiment sur simplement un imaginaire de la Chine impériale et de ses stéréotypes, on va parler d'empereurs par exemple. Alors on voit pas du tout ça dans la série ni dans les livres, simplement juste à noter qu'il y a une série animée qui est en production, qui est en développement. Sur cette période-là, on ne sait pas si ça arrivera, si ce sera commandé, mais en tout cas, voilà, c'est un espace que HBO entend développer. Quand on va encore plus à l'est de ce territoire-là, on quitte totalement les références historiques pour passer aux références littéraires et aux mythes. On va nous parler des centaures, des Amazones, et on a aussi des évocations de Lovecraft, auteur très connu, essentiellement dans la littérature horrifique. Au-delà de Westeros, au-delà des Essos, on a les mers, et alors les mers, elles aussi, ont leur propre inspiration, c'est aussi un espace historique, et là on va beaucoup plus se raccrocher à un espace issu de la période moderne. Donc la période moderne, c'est après le Moyen-Âge, ça va être la période qu'on va associer aux entre guillemets grandes découvertes, à l'époque de Christophe Colomb, etc., au moment où les Occidentaux prennent la mer et vont aller coloniser l'Amérique. Les bateaux qui sont décrits par George Martin dans son univers. Alors pour le coup, ça c'est quelque chose qu'on voit presque pas dans la série, parce que la série, pour des raisons totalement financières, on construit un modèle de bateau et c'est ce bateau qui va servir pendant tout le temps. Donc là, alors que George Martin, lui, du coup, il a la possibilité de varier ces différents bateaux, et on va avoir des frégates du XVIe, XVIIe siècle, mais aussi des évocations de Carac. Alors le texte que vous avez, donc que je ne vais pas vous
vous lire, mais le texte que vous avez en fait décrit clairement une caraque, donc qui est un bateau de la fin du Moyen-Âge et qui va participer justement à ces explorations maritimes. Hein. La Santa Maria de Christophe Colomb était une caraque. Et d'ailleurs, cette évocation de la période moderne, on la retrouve aussi dans la série avec le personnage d'Arya Stark qui, à un moment donné, va décider de partir plutôt à l'ouest, hein, donc là, rappelant clairement Christophe Colomb. On va finir par un territoire que j'ai volontairement mis de côté en passant de Westeros à Essos, qui sont les cités libres. Alors les cités libres, il y a 9 cités libres, on n'en envoie que quelques-unes dans la série, 9 cités libres, et alors là c'est intéressant parce qu'on est vraiment, chaque cité libre a une inspiration qui est très particulière et très visible, et ça va se mélanger. Alors déjà, l'inspiration générale de ces cités-là, alors ce sont des cités-États, donc comme les cités grecques, comme les cités italiennes du Moyen-Âge ou de la Renaissance, qui sont constamment en guerre et qui utilisent des mercenaires pour s'attaquer les unes les autres, et qui sont aussi des puissantes cités commerciale. Je vais simplement prendre là l'exemple de la cité de Braavos. Braavos, c'est là où Arya va faire son apprentissage. Alors, Braavos, on a vu le Titan, hein, vous voyez le Titan de Braavos. On a aussi beaucoup d'évocations de la période moderne. Hein. Il est fait mention à un moment donné dans la série télé et dans les livres de la Banque de Fer, la fameuse Banque de Fer, hein, qui doit prêter de l'argent à Cersei Lannister ou à Stannis, qui est pour le coup une évocation du Rialto, hein, qui est un quartier boursier de Venise. Il est aussi question de beaucoup de théâtre, de pièces de théâtre. Dans la série, on voit une pièce de théâtre à Braavos qui se parle. Donc là, c'est évocation aussi de Shakespeare, donc de la période moderne. Et c'est symboliquement assez intéressant parce que dans l'imaginaire collectif, la Renaissance, c'est une redécouverte de l'Antiquité. Alors on sait que c'est pas vraiment ça et que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que les textes antiques circulaient dès l'époque médiévale. Mais là, on a littéralement la traduction de la Renaissance dans une ville avec des inspirations à la fois Renaissance et Antiquité. Voilà, je vous ai mis une petite liste de 5 cités libres qui ont aussi des inspirations très très différentes. Norvos, par exemple, qui est une cité qui est au nord, reprend un imaginaire russe et son inspiration est directement liée à Novgorod la Grande, qui a été fondée par les Scandinaves au 9e ou 10e siècle après Jésus-Christ. Alors, vous avez vu, là, on a fait un balayage avec des inspirations principales pour chaque espace, mais George Martin, lui, ce qu'il aime beaucoup faire, c'est de mélanger toutes ces inspirations. Il le dit très souvent, à la fois pour les personnages, mais aussi pour ses espaces, pour son histoire, c'est qu'il pioche vraiment à droite à gauche pour créer son propre univers. Hein. Il dit, voilà, par exemple, je pioche des traits de caractère, des histoires familiales, et je mélange tout, je m'inspire de l'histoire, mais je ne calque jamais directement les figures historiques. Je vous ai mis aussi une citation où il parle de Dorne, des inspirations de Dorne. Il dit, on peut donc dire que Dorne, c'est le pays de Galles, mélangé avec l'Espagne, la Palestine, et quelques influences totalement imaginaires, ou l'on peut simplement dire que c'est Dorne. Donc voilà, et ça va être en fait tout ce travail de George Martin de réussir à rassembler des inspirations qui viennent d'un peu partout, et de les rassembler au sein de son univers pour créer vraiment quelque chose d'un peu nouveau et qui soit cohérent avec son univers. Alors je vais simplement prendre l'exemple. Alors c'est le cas dans tous ces espaces, donc vous pouvez aller vous amuser, aller chercher les influences venant de différentes périodes dans ces espaces, mais je vais prendre l'exemple de Villevieille qui me paraît très intéressant et très symptomatique de sa méthode. C'est que Villevieille, on a vu la Grande Tour.
À Villevieille, il y a aussi des sphinx, alors qu'on ne voit pas dans la série, mais qui sont décrits dans les livres. Donc là, on est clairement dans l'évocation à la fois grecque et égyptienne, donc dans de l'Antiquité. Mais on va avoir aussi une description de la ville de Villevieille qui est très rattachée à une ville médiévale, en tout cas qu'on va qualifier, qu'on va imaginer comme médiévale. Il y a des maisons à colombages, les rues sont pavées, etc. Alors, c'est vrai que dans les livres, pour l'instant, c'est pas très... c'est pas très développé encore, Villevieille, mais dans la série, on rentre à l'intérieur de la bibliothèque de Villevieille et on va voir plusieurs éléments qui vont nous rattacher à d'autres périodes. La sphère armilière que vous avez déjà, ce grand globe avec les arceaux de bronze, qui est en fait là pas mal rattaché à l'époque moderne. C'est un objet qu'on retrouve dans les portraits, notamment du début de l'époque moderne. Mais on a aussi, alors j'ai pas réussi à avoir de visuel, mais le plafond de cette bibliothèque, ce sont des voûtes à croisée d'ogives. Donc ce sont des éléments caractéristiques de l'architecture religieuse du XIIe, XIIIe siècle. Et c'est assez intéressant parce que... alors normalement, c'est vraiment que dans les cathédrales, en tout cas dans les édifices religieux, mais là, on va l'avoir dans la bibliothèque. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dimension grandiose qui est associée à ces voûtes à croisée d'ogives qu'on associe volontiers à une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est grand, c'est majestueux, c'est grand, donc on va utiliser un élément de l'architecture religieuse pour cela. Voilà pour en tout cas, voilà ce voyage. Je vais simplement finir cette partie en montrant une des techniques qu'il utilise pour arriver à marquer l'imaginaire du lecteur ou des spectateurs de façon efficace et rapide. Alors, on pourrait qualifier ça aussi de facile, mais en tout cas, c'est sa méthode. C'est qu'il va faire appel à l'imaginaire historique du lecteur en utilisant des marqueurs forts, qu'on associe très facilement et très rapidement à notre propre histoire. Et parmi ces marqueurs, vous avez les 7 merveilles du monde. Donc une liste qui nous vient de l'Antiquité, dont nous parle Strabon, Diodore de Sicile, Philon de Byzance, qui est le premier à avoir fait vraiment une liste, d'avoir consacré un ouvrage à ces merveilles du monde. Et alors George Martin, il utilise les merveilles du monde de deux façons différentes. Ça aussi, c'est un élément caractéristique de son écriture, c'est qu'il adore dédoubler une inspiration et elle est placée à 2 endroits où l'utiliser de 2 façons différentes. On aura noté le Titan de Bravos, qui est alors pour le coup c'est vraiment très transparent par rapport au Colosse de Rhodes. La version de la série que vous avez tout à gauche double l'inspiration en habillant ce Titan avec une panoplie d'un hoplite grec. Alors que c'est a priori pas du tout le cas du Colosse de Rhodes qui représentait le dieu Hélios. Donc là on double vraiment l'inspiration vraiment pour ancrer dans un imaginaire grec. On va avoir la tour de Villevieille. Alors la tour de Villevieille, je ne reviens pas dessus, on l'avait déjà vu. On verra, on note au passage qu'on a aussi cette idée d'une antiquité blanche de marbre, qui était a priori loin de ce qu'était la véritable antiquité, mais en tout cas ça marque l'imaginaire. Et on va voir aussi la ville de Mérine, avec ces grandes pyramides, donc ces pyramides ziggourates, là aussi marqueur d'Antiquité, l'une de nos 7 merveilles du monde. Alors, l'esthétique est pour le coup vraiment différente entre la série et les livres. Dans la série, c'est pris sur un architecte qui s'appelle Frank Lloyd Wright, qui a participé au mouvement de la Renaissance Maya, donc si vous avez fait des liens avec les pyramides mayas, c'est pas étonnant, qui est un mouvement donc du début du XXe siècle. Vraiment, on a cette inspiration-là, donc à nouveau, la série choisit une inspiration qui est plus contemporaine, alors que dans le livre, on a des pyramides donc, qui sont en briques, qui sont étagées comme les ziggourats, et qui sont multicolores. Donc là, il y a vraiment un goût du kitsch chez Martin qui est assez marqué. Les pyramides sont multicolores. Il reprend là un cliché orientaliste qui fait de l'Orient, qui est un endroit très coloré, très bigarré. Mais c'est pas un cliché qui est gratuit parce que derrière, il va cacher un jeu politique.
Et alors, ce qui est rigolo, alors je pense que pour le coup, c'est vraiment une coïncidence il n'y a pas de lien ou d'inspiration particulière, parce que c'est très confidentiel, mais ça rappelle les reconstitutions des premières ziggourats au moment des découvertes des premiers chantiers archéologiques qu'il y a eu sur les capitales assyriennes. Ce que vous avez à droite ici, c'est une reconstitution de la ziggourate de la ville de Khorsabad, qui a été fouillée par les Français. Donc là, une tentative de reconstitution avec des étages multicolores. On sait que ce n'était pas le cas en réalité, mais en tout cas, voilà, cette reconstitution emprunte elle-même à cet imaginaire orientaliste. Je vais finir simplement par les jardins suspendus de Babylone, là aussi l'une des merveilles du monde, alors dont on a une évocation à Dorn avec les jardins aquatiques. Bon, je ne vais pas avoir le temps de plus détailler, simplement savoir que les jardins suspendus de Babylone sont probablement en fait une référence à ceux de la ville de Ninive qui se situe beaucoup plus au nord, dont on a des traces dans les inscriptions royales des rois et dans les bas-reliefs des rois qui montrent vraiment des jardins étagés, non pas à Babylone. Il y avait des jardins à Babylone, mais il n'y a pas vraiment de traces archéologiques de ces jardins suspendus. Donc voilà, ça c'était la première façon dont il utilise des marqueurs historiques forts, c'est qu'il va reprendre nos merveilles du monde pour les mettre dans son monde. La deuxième façon, c'est qu'il va créer dans son propre monde une liste de merveilles, ça s'appelle la liste des 9 merveilles de l'homme. Alors, on est chez George Martin, il aime bien inverser les inspirations, donc c'est une liste inversée par rapport à la nôtre, dans le sens où chez nous, on n'a plus que les pyramides qui sont debout parmi les 7 merveilles du monde. Chez George Martin, c'est l'inverse, il n'y en a qu'une seule qui a été détruite. Donc on retrouve ces éléments-là. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, le mur fait partie des 9 merveilles de l'homme. Les murailles de la ville de Kars font partie des merveilles de l'homme. Les cloches de la ville de Norvos, dont je vous parlais de Norvos, font partie des merveilles de l'homme. Je vous ai mis là sur l'écran une répartition de ces merveilles. Alors on voit qu'elles sont beaucoup à Essos, donc c'est pas étonnant, on est sur cet espace qui reprend beaucoup à l'imaginaire antique. Mais on a aussi quelques-unes à Westeros. Alors par contre à Westeros, elles sont placées de façon assez précise, elles sont placées sur les marges, sur les frontières. Le mur qui fait une frontière entre l'espace au sud, qui est un espace féodal par rapport au nord du mur, qui est un espace, on l'a vu, où il y a des marqueurs préhistoriques, et au sud, la ville de Villevieille, où en fait Villevieille est très ouverte sur la mer, et on a vu que la mer était beaucoup associée à l'époque moderne, alors que Westeros est beaucoup associé à l'espace médiéval. Ces merveilles ont aussi une utilisation symbolique. Elles marquent souvent des étapes importantes dans les parcours des personnages. Le mur, Jon qui passe par le mur, Bran aussi qui passe par le mur. Villevieille, c'est Sam qui arrive à Villevieille et qui va commencer un apprentissage, etc. Braavos, Arya qui va commencer son apprentissage, etc. Donc il y a aussi une utilisation symbolique des inspirations historiques. Et ça me permet de faire la transition vers une autre forme d'utilisation de l'histoire de George Martin, qui est en fait l'utilisation de l'histoire au service de la narration et au service aussi de la construction de la thématique de certains arcs narratifs. Il va, George Martin, se servir d'un récit événementiel en entier, qui va détricoter, puis recomposer en mêlant à d'autres récits sur les périodes qu'il connaît bien. On a cet exemple-là avec la guerre des 2 roses. Alors la guerre des 2 roses, j'en parle depuis le début, une des grandes inspirations de Martin, qui est une guerre qu'on pourrait qualifier de guerre civile, en tout cas de lutte pour le trône d'Angleterre à la fin de la guerre des 100 ans, et qui oppose les maisons Lancastre et maison York pour le trône d'Angleterre. Alors ce qu'il va faire, je vais clairement pas vous raconter l'histoire de la guerre des 2 roses, mais simplement il va reprendre le déroulé de cette guerre-là, il va tirer certains événements, il va les recomposer pour créer sa trame narrative.
voilà, on a les maisons Lancaster et les maisons York qui rappellent évidemment les maisons Lannister et Stark. On a les couleurs qui d'ailleurs sont associées, hein, les Stark blancs associés à la rose blanche York, les Lannister associés au rouge des Lancaster. Alors simplement la rose rouge elle est anachronique, hein, elle a été c'est la rose Tudor en réalité. Mais bon, voilà, c'est un élément, on connaît ce conflit-là sous la période de la guerre des deux roses. On a des personnages qui sont repris, on a un conflit qui débute avec la régence du roi fou Henri VI. Hein, dans le Trône de Fer, la guerre des 5 rois commence à la mort de Robert Baratheon. Hein. Donc voilà, on a pas mal de liens qui sont très directs. Si vous connaissez bien le Trône de Fer, lisez la guerre des deux roses, vous allez voir beaucoup de parallèles. La guerre des deux roses n'est pas le seul conflit qui inspire George Martin dans la construction de son récit. On va avoir aussi une autre inspiration qui est l'anarchie anglaise, du XIIe siècle, qui voit l'opposition entre Étienne de Blois et Mathilde l'Emperesse. Là, à nouveau, pour le trône d'Angleterre, donc là, on est au début de la formation de la dynastie des Plantagenets. Je vous ai mis en rouge ce que George Martin la reprend de ses inspirations, enfin de ce récit-là. Alors il faut juste savoir que l'anarchie anglaise, ça va être un récit qui va beaucoup plus l'inspirer pour La Danse des Dragons, l'autre récit dont je vous parlais, celui qui va être adapté dans la future série qui arrive. Donc vous verrez là aussi beaucoup de liens. On a également les guerres écossaises, les guerres d'indépendance écossaises, et en particulier la fin de la première guerre écossaise avec l'épopée de Robert the Bruce, donc Robert Bruce, qui affronte les Anglais, et qui va notamment affronter le roi Édouard II d'Angleterre au cours d'une bataille qui s'appelle la bataille de Bannockburn en 1314, qui est une bataille qui se situe sur une rivière. Et là, c'est de l'inspiration directe. C'est pendant la rébellion de Robert, donc un récit qui se passe avant la saga principale, mais qui a des implications directes dans la saga principale, au moment où Robert Baratheon, un autre Robert au passage, affronte l'héritier du trône targaryen et le bat sur le fleuve du Trident. L'inspiration est encore là. Je vais simplement finir avec les rois maudits. Donc les rois maudits, la saga de Maurice de Rion. Alors sur ce point-là, c'est assez intéressant, c'est que là, pour le coup, George Martin va beaucoup plus s'inspirer de la littérature, donc du récit de Maurice de Rion, parce que c'est ce qu'il connaît, plutôt que de l'événementiel pur. On sait que Maurice de Rion a manipulé un petit peu les événements historiques pour les adapter pour sa fiction historique, et George Martin va s'appuyer sur ces rois maudits. Plusieurs inspirations, là encore, je vous ai fait le parallèle entre les rois maudits et la guerre principale du Trône de Fer, la guerre des 5 rois. J'en ai mis 4, il y en a beaucoup plus, bien sûr, mais simplement pour vous donner un exemple. On a par exemple la malédiction de Jacques de Molay sur le bûcher contre Philippe IV. La saga principale du Trône de Fer s'ouvre sur un présage funeste pour les Stark et pour les Baratheon. C'est la découverte de la louve avec les andouillets du cerf embroché dans la gueule de la louve. Et c'est la découverte des louveteaux pour les enfants Stark. On a aussi une évocation de Jean Ier posthume qui, alors, en réalité, Jean Ier posthume, donc le fils de Louis le Hutin, décède au bout de quelques semaines. Maurice de Rion, en fait, là pour le coup, change l'histoire et évoque un échange de bébés à la naissance pour éviter justement cet empoisonnement. Et on a pour le coup une traduction directe de cette trame narrative dans le Trône de Fer. Alors là, c'est pour le coup, c'est un élément qui n'a pas du tout été adapté dans la série, mais qu'on a dans les livres, où on a un prétendant qui dit être le fils du prince Rhaegar Targaryen, dont on parlait juste avant, et qui a été échangé à la naissance pour éviter une mort atroce et une mort certaine. Voilà. Donc, vous voyez 4 événements, le déroulé de ces 4 événements qui est rassemblé, que Martin détricote, remélange, arrive à renouer ensemble. Alors,
pour qu'à la fois on reconnaisse les récits d'origine, mais aussi pour faire quelque chose de très cohérent dans son propre univers. Donc ça, voilà, c'est une première façon d'utilisation de l'histoire chez George Martin, dans la narration, le fait d'utiliser des récits événementiels et de récomposer. Il y a une deuxième forme d'utilisation, c'est une utilisation qui va venir, on utilise l'histoire pour renforcer la thématique d'un arc narratif, pour faire écho à la thématique d'un arc narratif. Je vais simplement passer sur 2 exemples. On parlait de l'au-delà du mur, l'au-delà du mur qui est un territoire qui a des marqueurs historiques, on l'a vu, préhistoriques. Et alors c'est intéressant parce que le nord du mur, c'est un territoire dans lequel il y a encore de la magie. Et dans l'univers de George Martin, la magie, ça appartient au passé. Au début de la saga, en tout cas dans le premier tome, la magie, c'est le passé, c'est ce qui existait avant, c'est plus le cas aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus rationnel. Et le fait donc de mettre des marqueurs préhistoriques, donc venant d'un passé très très lointain, dans le territoire où il y a encore de la magie et où Bran Stark en fait va devoir renouer avec ces éléments magiques, c'est une façon en fait de mettre en valeur, de souligner cette thématique du lien entre la magie, le passé, etc. L'autre exemple que j'ai pris, c'est ça se passe à Braavos, donc l'une des cités libres. Braavos, où on va suivre les aventures notamment d'Arya Stark. Et cette fois-ci, la thématique qui est choisie, c'est autour de l'identité. Le Trône de Fer, Martin aime beaucoup jouer avec des identités secrètes, des personnages qui se dévoilent, qui changent d'identité aussi. Arya, clairement, au moment de sa fuite, elle change plusieurs fois d'identité, elle se fait passer pour un garçon pour éviter d'être capturée. À Braavos, elle rejoint le temple des 100 visages, qui sont des assassins et qui sont capables de changer de visage pour aller assassiner des gens. C'est une ville, alors ça c'est dans l'univers du Trône de Fer. Braavos, c'est une ville en fait qui a une histoire cachée, qui a d'abord été fondée par des esclaves en fuite et qui longtemps été cachée au reste du monde et qui a décidé de se dévoiler un jour. C'est un épisode qu'on appelle le dévoilement du terreau et qui célèbre depuis ce dévoilement avec un carnaval. Donc là, on a clairement cette évocation de Venise. Et c'est intéressant parce que là encore, on a un lien direct entre cette question d'identité, de masque, de changement d'identité secrète, en lien avec l'inspiration historique de Braavos, qui est Venise, qui est la ville aussi du carnaval, des masques. Alors les masques apparaissent essentiellement au XIIIe siècle, à partir du XIIIe siècle à Venise. Et on a cet écho entre les deux, entre l'histoire de George Martin et l'histoire dont il s'inspire. Alors, on pourrait faire ça avec d'autres personnages et d'autres arcs narratifs, notamment Daenerys. Mais on va passer maintenant à la troisième et dernière façon d'utiliser l'histoire pour George Martin. Ça va être l'utilisation de l'histoire pour créer ses personnages. Alors il faut savoir que les personnages ont vraiment un soin particulier, occupent l'attention particulière de George Martin. C'est un de ses points forts d'arriver à créer des personnages complexes, nuancés, marquants, mais aussi humains. Tout le monde se souvient de Ned Stark, Eddard Stark, de la première saison, ou de Khal Drogo. Alors qu'ils sont morts dans la première saison, donc il y a, en 2011, il y a un bout de temps. George Martin, il se réfère souvent à une citation de William Faulkner, où il dit que ce qui l'intéresse dans ses fictions, c'est d'explorer les problèmes du cœur humain en conflit avec lui-même, et donc les personnages historiques vont être une matière incroyable d'inspiration pour George Martin. Ils vont être massivement réutilisés pour leur potentiel romanesque, bien sûr, mais aussi parce que les personnages du passé, les personnages historiques, ont souvent plusieurs facettes. Des facettes positives, des facettes négatives, par exemple Saint-Louis, qui a une légende noire aussi, mais aussi une légende dorée. Et donc George Martin, il va réutiliser ces différentes facettes pour créer ces personnages. Alors simplement, avant de passer le personnage de Daenerys, George Martin, il a lu beaucoup de fiction historique sur ces personnages-là. Par exemple, on sait qu'Alexandre, il a lu beaucoup de choses sur Alexandre. Mais parfois, il va s'appuyer sur une incarnation d'un acteur.
Par exemple, l'acteur George Baker qui incarne Tibère, l'empereur Tibère dans I, Claudius, est un acteur qui l'a particulièrement marqué dans sa prestation, et en fait il va dans son livre reprendre la prestation et la façon de camper Tibère par George Baker pour faire son personnage de Stanis Baratheon, hein, par exemple. Voilà, on a ces liens directs. Notre personnage de Daenerys. Alors Daenerys, c'est un des personnages les plus complexes, qui a le plus d'inspiration, qui est vraiment un des personnages que je trouve les mieux réussis de la série littéraire. Bon, la série avec quelques petits problèmes, surtout vers la fin, dans le développement de ce personnage. Mais voilà, c'est un personnage très, très complexe, il balance entre humanité, mais aussi monstruosité, toujours dans cette tension et ces tiraillements internes. Et Daenerys, en fait, elle va prendre beaucoup des aspects du conquérant. Du conquérant, et pour cela, George Martin va utiliser le cheval. Daenerys, elle est très souvent représentée à cheval. Son cheval ne la quitte jamais. D'ailleurs, on a là une différence entre la série et les livres, c'est que dans la série, son cheval meurt à un moment donné. Et elle en retrouve un autre à partir du moment où elle se lance dans sa conquête des différentes cités de la baie des Cerfs. Mais dans les livres, elle quitte jamais son cheval, c'est toujours le même depuis le début, un cheval blanc. Et voilà, on pense tous à Napoléon et sur son cheval, on pense aussi à Alexandre, où la plupart des conquérants sont représentés à cheval. Donc c'est une façon de caractériser son personnage. Je vais prendre aussi l'exemple d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui a un potentiel romanesque très fort, qui est souvent repris et incarné dans les différentes séries. Alexandre le Grand, il a plusieurs images. Il a cette image donc du conquérant en terre orientale, alors que là on a pour le coup le lien direct. Alexandre va conquérir les 3 capitales de l'Empire perse, Babylone, Suse et Ecbatane. Daenerys réussit à soumettre les 3 villes de la baie des Cerfs, Astapor, Yunkai et Mérine. Donc on a cette image-là qui est reprise. Alexandre a aussi une image de libérateur. Parfois il a été représenté en libérateur des cités grecques face aux jougs des méchants perses. Il a aussi été campé comme sauveur occidental, comme figure coloniale et comme figure civilisatrice, donc une façon de le représenter qui était plutôt positive à l'époque, qui aujourd'hui forcément porte en lui plutôt quelque chose de particulièrement controversé. Alexandre, c'est aussi quelqu'un qui a pu être associé à un autoritarisme grandissant et à une figure de tyran, notamment sur la fin de sa vie, en suivant le récit de Plutarque, par exemple, dont la thématique principale est de montrer la corruption du pouvoir chez les différents personnages historiques. Et Daenerys, elle va reprendre tous ces aspects-là. L'aspect du sauveur occidental qui finit par s'enfoncer dans une violence très préjudiciable à ceux qu'elle veut sauver, la figure de la libératrice, elle essaye de libérer les esclaves, la conquérante, etc. On a aussi ce même phénomène de reprendre un personnage historique et ses différentes figures avec Tyrion Lannister. Tyrion Lannister, donc le fameux Tyrion, qui fait partie des personnages les plus aimés de la saga, qu'on voit beaucoup. Alors Tyrion, il a beaucoup d'inspiration. On sait par exemple que c'est extrêmement probable que George Martin se soit inspiré de Triboulet, qui est le fou du roi François Ier. Et de manière générale sur les fous et les bouffons médiévaux et modernes, George Martin s'est beaucoup renseigné sur la question. Mais Tyrion, c'est aussi la légende noire de Richard III telle qu'elle a été construite en fait a posteriori sur ce roi. Les rois, alors certains rois, c'est aussi valable pour les empereurs romains comme Néron et Caligula, souffrent d'une légende noire qui a été construite, alors que leur historique n'est pas du tout la même, mais qui en tout cas porte ces légendes noires. Et voici ce que dit George Martin à propos de Tyrion. Il dit « J'adore Richard III. Il est l'un de mes personnages historiques favoris. Il n'était pas bossu. Il n'avait pas de bras tordu, contrairement à ce qui a été dit de lui. Effectivement, il a été souvent représenté, Richard III, bossu, difforme, etc. Voilà. Tyrion a la même
et campé de la même façon. Mais comme il a été déposé par Henri Tudor, les historiens Tudor ont essayé de faire de lui un homme physiquement tordu, trompeur, un monstre régicide et infanticide. Et ce qui est arrivé à Richard III est en train d'arriver à Tyrion, qui à ce stade de l'histoire a une réputation encore pire que Richard III. Bon, on espère quand même que Tyrion arrivera à s'en sortir, alors même si le personnage porte en lui vraiment une partie très très sombre qui est un peu escamotée dans la série TV. Mais vous voyez ici une façon de reprendre différentes figures historiques, les différentes figures des personnages historiques, pour créer, là encore, ces personnages. Je vais finir sur, alors, non pas un personnage en particulier, mais sur un type de personnage. Alors là, on va un petit peu déborder sur les aspects plus littéraires, mais sur la figure du chevalier. Alors le chevalier, tout le monde a en tête cette image du chevalier blanc, de l'idéal de la chevalerie, le chevalier qui porte en lui des valeurs de loyauté, des valeurs de défense des plus faibles, etc. Qui vraiment est quelque chose qui est hérité de l'histoire, qui a notamment été construit dans les romans de chevalerie du XIIe, XIIIe siècle, à un moment donné où la chevalerie en fait se constitue en tant que catégorie sociale, qui est associée à la noblesse, et au moment où l'Église en fait cherche aussi à domestiquer une forme de violence aristocratique en faisant de valeurs chrétiennes des modèles à suivre. Et dans la série, dans la saga, on commence à avoir cette image du chevalier blanc, du chevalier idéal, qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres œuvres de fantasy. Les chevaliers de la garde royale, qui sont censés être les plus grands chevaliers de toutes les 7 couronnes, sont en blanc. Donc là, on ne peut pas faire plus transparent que cette évocation du chevalier blanc. Alors la série a choisi de garder simplement la cape blanche, mais plutôt de les mettre en doré. Parce que le blanc passait pas très bien à l'écran. Mais on garde quand même cette idée d'une valeur supérieure avec l'utilisation de l'or, des couleurs qui sont dorées. Et alors, c'est un stéréotype que George Martin va, pour le coup, faire plus que détricoter, mais va vraiment, complètement détruire. Dès les premiers... Alors, à la fin du premier épisode de la série, et à la fin, très rapidement dans le livre aussi, avec Jaime Lannister, garde royale, qui est représenté comme l'idéal du chevalier blanc, qui va pousser un enfant innocent d'une tour, alors qu'il a été pris dans une relation incestueuse avec sa sœur qui est l'épouse du roi. Voilà, donc là, alors disons qu'en termes d'aller à l'encontre, mais alors à rebrousse-poil total des valeurs chevaleresques, on est quand même sur un très bon niveau. Un épisode très marquant là aussi. Exactement, ouais, ça a été justement, ça a été un des épisodes qui a beaucoup accroché les spectateurs, ça, entre ça et la mort de Ned Stark. Ça m'étonne pas. Voilà. Et donc voilà, Martin, quand il y va fort. Alors, c'est clairement pas le premier auteur à s'attaquer à cette figure du chevalier. Même dès les récits arthuriens, on a des chevaliers qui sont parfois ambigus, on a des chevaliers qui sont très complexes et nuancés. Mais en tout cas, voilà, là, il s'attaque à un cliché de littérature. Et on peut même parfois se demander si les chevaliers, enfin ceux qui incarnent les idéaux de chevalerie à Westeros, en fait, sont ceux qui ne sont pas chevaliers ou ceux qui ne peuvent pas être chevaliers. On en a un exemple avec le personnage de Brienne de Torse. Alors dans la série, elle finit par devenir chevalier, et c'est pas le cas dans la saga littéraire, qui est le personnage qui incarne la loyauté, la bravoure, etc., qui est une évocation claire de Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, il y a eu beaucoup de réutilisation, là aussi, était campée de façon très différente au cours de son histoire, mais qui peut incarner cet idéal de loyauté, la loyauté envers le roi qu'elle sauve. Et donc là, je vous ai mis une illustration. Une version un petit peu plus bodybuildée peut-être de Jeanne d'Arc, mais voilà. Ouais, alors justement, alors ça c'est vraiment aussi intéressant par rapport au rapport de George Martin. Il y a une citation de lui, il dit qu'il en a marre de voir des femmes en fantasy qui sont en bikini et qui se battent en bikini, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vraiment prendre à rebrousse-poil avec une femme qui effectivement, mais alors
très éloigné de caractéristiques féminines en fait. Enfin, Brienne, pour le coup, elle est vraiment décrite comme étant moche, comme étant... Enfin, voilà, pauvre Brienne. Hein. Donc, pour le coup, il y aura aussi des choses à dire sur la représentation des femmes chez George Martin. Mais voilà, en tout cas, la référence est Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, qui n'est pas non plus chevalier. Hein. Brienne ne l'est pas. On pourrait citer... d'autres personnages qui dans le Trône de Fer en fait ne sont pas chevaliers mais incarnent ces idéaux de chevalerie. Ned Stark, hein, qui est Eddard Stark, qui n'est pas chevalier, même Sandor Clegane, alors qu'il y a un personnage qui est très ambigu, le limier, voilà, qui est un personnage très ambigu mais qui va par exemple prendre la défense de Sansa donc à la cour alors qu'elle est persécutée par Geoffrey, donc là voilà, figure du protecteur mais qui n'est pas chevalier. À l'inverse, les chevaliers, des personnages comme Gregor Clegane, la montagne, qui lui et chevalier incarne la sauvagerie, la brutalité, etc. Alors, il y a toute une multitude de personnages de chevaliers dans le Trône de Fer, hein, avec le chevalier, avec cette figure d'idéal. George Martin, en fait, reprend ce personnage-là, ce type de personnage-là, et le confronte au serment de loyauté, au tiraillement interne, quelque chose qu'il aime vraiment beaucoup faire, hein, pour faire des personnages marquants. Le Trône de Fer présente des chevaliers qui sont contrastés et qui sont tout en nuances et qui évoluent aussi dans le temps avec une large palette d'exemples qui renvoient à la complexité de l'œuvre de George Martin. Alors simplement ce que je disais par rapport aux chevaliers et aux vrais chevaliers qui ne sont pas des chevaliers, il faut lire les nouvelles de Dunkelhoff, où vous allez avoir cette idée-là. Donc je ne sais pas quel personnage incarne cela, mais vous allez pouvoir trouver les indices qui montrent qu'on a un personnage qui incarne les idéaux chevaleresques sans être chevalier. Voilà. Donc en conclusion, après ce long périple dans l'histoire et dans le Trône de Fer, on peut vraiment dire que l'histoire clairement fait partie de l'identité, hein, du Trône de Fer. Il irrigue la saga de multiples façons. Et George Martin a vraiment un travail assez patient et complexe. Il arrive à tisser son univers, ses personnages, ses intrigues narratives avec différents fils de l'histoire qu'il va reprendre pour mettre ensemble pour créer une œuvre qui est complexe et une œuvre qui est cohérente. Alors, on l'a vu, cette histoire, elle n'est pas toujours réelle. Elle est même on reprend souvent des stéréotypes. On a quand même quelques détails qui sont historiques. On a en tout cas la propre vision de George Martin sur l'histoire dans ce livre. Je pense qu'il ne faut pas non plus passer à côté de la dimension ludique que George Martin essaye de tisser avec son lecteur, à savoir que George Martin va adapter, va inverser, va découper, mélanger ses inspirations historiques, mais va aussi faire en sorte que le lecteur en fait soit pas inactif devant son récit et en fait essaye de trouver ces petites références et quelque part c'est une invitation en fait, une invitation aussi au voyage et une invitation à vous servir de votre loupe pour aller explorer cet univers qui n'a pas encore livré complètement tous ses secrets. Voilà, merci pour m'avoir écouté. Alors, merci à vous surtout pour ce travail absolument énorme. Madame Passy, c'était vraiment un régal de vous entendre parce que c'était très complet. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs de la série que j'ai vue il y a à peu près 2 ans. Et ça m'a donné envie de la reprendre. Il faut lire les livres cette maintenant. Lecture éclairée. Et vous n'avez pas parlé de le visage et de la coupe de cheveux de Geoffrey Baratheon. Ah oui. je l'ai en illustration. Là, donc d'accord. Alors, la perche. Voilà. Alors, là, on va repasser au tout début de la création de la série, au moment de la création de l'épisode pilote. Alors, l'épisode pilote, c'est les épisodes qui sont pas toujours diffusés, mais qui sont là pour montrer aux producteurs, savoir s'ils vont aller plus loin, s'ils vont commander la série en entière ou pas. Et bien, pendant l'épisode pilote, Geoffrey, en fait, il lui avait fait une coupe un petit peu à la Henri V. Et là, on se retrouve en fait clairement dans les inspirations de George Martin, qui sont la guerre des 2 roses, l'histoire anglaise, etc. Donc c'est ce qu'ils avaient voulu faire au début avec Geoffrey.
Geoffrey, et ils se sont rendus compte que ça allait pas du tout. Hein. C'était ridicule. Alors, on est surpris, je pense. Bah, en fait, c'est ça, c'est plus du tout dans nos codes aujourd'hui. Hein. Donc là encore, à nouveau, ça montre bien que c'est une série qui est contemporaine, hein, qui fonctionne avec nos codes à nous. Et donc, du coup, ils ont choisi une autre coupe de cheveux qui, alors, hasard ou pas, alors ça, j'ai pas réussi à trouver si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas ça évoque énormément un buste de Caligula, donc cet empereur romain à la réputation, à la légende particulièrement noire. La comparaison est saisissante hein, sur l'illustration. Ouais, et c'est aussi d'autant plus saisissant que Caligula incarne une figure d'empereur cruel, ce qu'est Geoffrey. Alors pauvre Caligula, bon, il devait pas être forcément très commode, mais il mérite probablement pas cette réputation-là qui lui a été faite a posteriori. Mais voilà, donc on a cette valse quelque part des inspirations et à nouveau, alors là on est dans la série, mais l'histoire, en tout cas l'histoire qui nous parle à nous, qui va venir faire écho un élément de l'univers interne, à savoir la cruauté de Geoffrey Baratheon. Alors, donc, je vous remercie à nouveau. Désolé de vous avoir demandé cette petite prolongation. Vous le vouliez, on en avait discuté un petit peu avant, c'est pour ça. Alors, nous avons eu beaucoup de spectateurs qui ont assisté à cette conférence, j'en suis ravi. Hein. Nous avons 75 personnes qui sont venues parmi nous. Et nous avons assez peu de questions, je vais vous les donner quand même. Alors, nous avons une première question de Martine qui nous demande s'il y aurait eu une rencontre. Ça, c'est une question sur la vie de George R. Martin, mais une rencontre entre Martin et Druon. Non. Alors, il le regrette. C'était possible. Ouais, il est mort en 2009, je crois, Maurice Druon. À peu près. Et alors, non. En fait, au moment où Maurice Druon est mort, George Martin a fait un hommage sur son blog. En fait, il a écrit un petit texte en disant à quel point Maurice Druon avait été important dans son inspiration, etc. Et il lui dit qu'il regrettait de ne pas avoir rencontré Maurice Druon, qui en plus est un personnage avec son passé de résistant, qui en plus intéressait particulièrement George Martin, mais malheureusement non. C'est bien dommage en effet, ça aurait pu donner des belles choses. Et nous avons une autre question de Pierre qui nous dit il voudrait savoir s'il y a vraiment des sources d'inspiration directes avec des rois de France. Je crois que vous avez parlé du fou de François Ier, qui serait lié à Tyrion. Est-ce qu'il y a vraiment des rois directement français? Rois directement. Alors on a peut-être Charles VI. Par la folie, j'imagine. Voilà, par la folie, et le roi Aéris II, Saint-Louis. Alors Saint-Louis, Louis IX, qui... alors c'est pas un personnage qui est dans la saga en elle-même, mais c'est un personnage historique du trône de fer qui s'appelle Baelor le Bienheureux, dont on voit le septuaire à Port-Réal, celui qui explose dans la série. Alors, je me rappelle de l'explosion de Port-Réal. Voilà. Avant, en fait, quand Cersei arrive à se débarrasser des Tyrell en faisant exploser avec du feu grégeois, et c'est à ce moment-là où on a aussi dans la musique cette irruption du piano dans la musique de Ramin Djawadi. Donc c'est un personnage qui comporte là encore les deux parties, enfin les deux facettes de Louis IX, à savoir l'aspect plutôt positif et l'aspect négatif, parce que Baelor c'est quelqu'un qui a essayé de s'intéresser aux petites gens, qui a fait construire donc ce septuaire à Port-Réal, mais c'est aussi quelqu'un de particulièrement illuminé et qui a pas très bien fini justement à cause de c'est un personnage qui n'est pas dans... Moi j'ai vu que la série, il n'est pas dans la série, en fait, il est dans l'histoire imaginaire, l'histoire fictive de cet univers-là. Oui, voilà. D'accord. C'est censé être avant. Voilà, c'est c'est longtemps avant, c'est ça, c'est centaines d'années, peut-être un peu avant. 130 ans. Pas d'inspiration plus directe reliant à un roi de France. J'en vois pas d'autres, Louis IX et... un œil plus anglo-saxon peut-être chez George Martin. Alors on est clairement clairement, et de toute façon c'est vraiment l'histoire anglo-saxonne qui connaît particulièrement, et il connaît aussi beaucoup l'histoire de France et des rois de France à travers l'histoire anglaise. Les œuvres de Shakespeare peut-être par exemple. Beaucoup une vision Shakespeare. un petit peu forcément orientée.
Écoutez, je vous remercie. C'était les seules questions que nous avions, mais ça veut dire que vous avez été tellement complète que Tant mieux. voilà, et que rien n'a suscité de questions ou d'incompréhension chez nos auditeurs. 76 maintenant, on a un dernier qui vient d'arriver, c'est très bien. Donc merci beaucoup. Techniquement, ça s'est bien passé. Vous le verrez peut-être. On a eu les spectateurs l'ont vu. Hein, il y a eu un moment où le PowerPoint a un petit peu frigé, et du coup j'étais en décalé. Un peu quelques minutes avant de vous rattraper, donc je m'excuse d'ailleurs auprès des spectateurs pour ce décalage de PowerPoint qui n'est pas dû à mon inattention, mais plus à des problèmes purement techniques. Voilà, pour les petits secrets. Et bien, je vous remercie beaucoup. On va donc pouvoir clôturer ce live qui était passionnant et qui, j'espère, aura aussi une très belle vie en replay, puisque dès les prochains jours, hein, je pense, je vais corriger les problèmes de PowerPoint qui se sont déroulés, mais d'ici 1 ou 2 jours, je vous partagerai un replay complet qui vous permettra de revoir, puisque comme c'est très précis, très technique, c'était très voilà, il y a des choses à regarder pour les fans de la série, et puis même pour ceux qui la découvrent. Donc je vous remercie infiniment de nous avoir proposé cette conférence passionnante, et merci pour tous vos efforts, parce que votre travail préparatoire était vraiment somptueux. Voilà. Merci, et puis merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir. Merci beaucoup, et je profite tant que ça marche toujours pour passer à la fenêtre de fin.